En 1902, le cinéaste français Georges Méliès réalisa un film qui semble anticiper par maints aspects les missions Apollo des années 60. Le film de Méliès était évidemment une œuvre de fiction. Et les missions Apollo furent-elles réelles ou bien seulement une version plus moderne et sophistiquée de la même fiction ? L'histoire des missions Apollo commence en 1961, quand le président Kennedy annonce devant le monde entier que les USA ont l'intention d'envoyer l'homme sur la Lune avant la fin de la décennie, c'est-à-dire avant 1970. La chose fit beaucoup jaser, car jusque-là, les États-Unis d'Amérique avaient seulement réussi à lancer un seul astronaute, Alan Shepard, dans un bref vol suborbital d'à peine 15 minutes. N'ayant pas même envoyé un homme en orbite terrestre, le fait de déclarer vouloir mettre le pied sur la Lune en moins de 9 ans semblait une hypothèse plutôt hasardeuse. Mais c'est précisément à ce moment-là, d'après la narration officielle, que les USA mirent en branle une puissante machine technologique qui devait leur permettre d'atteindre leur objectif à quelques mois de l'échéance fixée par Kennedy en juillet 1969. La thèse soutenue par ceux qui ne croient pas aux missions lunaires veut que les USA se lancèrent effectivement et de toute leur force dans cette grandiose entreprise. Mais ils arrivèrent à un point, vers 1967, où ils se rendirent compte qu'ils ne parviendraient pas, de toute façon, à franchir tous les obstacles d'un projet aussi ambitieux. Et arrivés à ce point, il ne leur restait qu'une seule solution, faire semblant d'y être allés. Ne pouvant admettre devant le monde entier ne pas être capables d'aller sur la Lune, ils auraient, selon cette thèse, décidé de mettre en scène toute la mission en studio en utilisant les systèmes de simulation qu'ils possédaient et qui permettaient de répliquer jusque dans les moindres détails la totalité d'une mission. Pour le public, qui devait assister aux alunissages à la télévision, il n'y aurait aucune différence. Mais voyons en détail ce qui s'est passé pendant cette décennie des missions lunaires. Les livres d'histoire racontent que dans les années 60 eut lieu ce qu'on a appelé la course à la Lune, c'est-à-dire la compétition entre Américains et Soviétiques pour être les premiers à prendre pied sur notre satellite. En réalité, si l'on regarde de plus près, ce fut une course à sens unique, sans réel adversaire. Seuls les Américains essayèrent vraiment jusqu'au bout, poussés non pas tellement par la compétition avec les Russes, mais plutôt par la monstrueuse machine propagandiste qu'ils avaient eux-mêmes déclenchée au début de la décennie. Officiellement, la soi-disant course à la Lune débuta en 1961 lorsque les Soviétiques envoyèrent le premier homme dans l'espace, Youri Gagarin. À ce moment-là, le président Kennedy chargea le vice-président Johnson de comprendre quelles étaient les réelles possibilités pour les USA de battre les Soviétiques dans la course à l'espace. Et c'est là qu'entre en scène un personnage très important pour toute cette affaire, le directeur de la NASA, James Webb. En effet, Johnson en parla avec Webb et après quelques jours, il fit parvenir sa réponse à Kennedy. Parmi toutes les possibilités figurait celle d'envoyer un homme sur la Lune. C'est ainsi que 2 semaines plus tard, Kennedy lançait ce défi devant le monde entier. Now it is time to take longer strides. Time for a great new American enterprise. Time for this nation to take a clearly leading role in space achievement. I therefore ask the Congress, above and beyond the increases I have earlier requested for space activities,
to provide the funds which are needed to meet the following national goals. First, I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. À partir de cet instant, le chef de la NASA se mit au travail pour mettre sur pied le projet lunaire. Dans les archives de la NASA, on peut lire « Webb, qui avait soutenu le projet devant Kennedy, mit ce projet d'alunissage en priorité absolue et réorganisa en conséquence l'agence spatiale américaine. » Médiateur accompli, Webb avait également obtenu le soutien d'importantes personnalités politiques comme le sénateur Kerr de l'Oklahoma. Dans les archives de la NASA, on peut lire « Le sénateur Kerr a dit à ses collègues du Congrès que Webb était plein d'enthousiasme pour ce projet et que si Jim Webb a dit que l'on est capable d'envoyer un homme sur la Lune et de le ramener sain et sauf, c'est parce que c'est possible. » L'appui du sénateur, concluait le document, assura un soutien politique conséquent au projet lunaire. Cependant, en coulisses, Kennedy restait encore sceptique devant un projet aussi ardu. Le 18 septembre 1963, il convoqua Webb à la Maison-Blanche pour lui faire part de ses doutes. Grâce à un enregistrement rendu public récemment, on peut prendre connaissance de cet échange de la voix même des intéressés. You think the man landing on the moon is a good idea? Yes, I think it is. Because when you do the same with instruments much cheaper. No, sir, you can't do the same. The lunar landing gave us the impetus to build big boosters and to tailor them specifically for the purpose. Therefore, they're going to succeed. Otherwise, they would not have succeeded or been efficient. But this looks like a hell of a lot of dough to go to the moon when you can learn most of what you want scientifically through instruments, and putting a man on the moon really is a stunt, and it isn't worth that many billions. 2 jours plus tard, lors d'un discours devant les Nations Unies, Kennedy tenta une dernière fois de convaincre les Soviétiques d'aller ensemble sur la Lune. Finally, in a field where the United States and the Soviet Union have a special capacity, in the field of space, there is room for new cooperation, for further joint efforts in the regulation and exploration of space. I include among these possibilities a joint expedition to the moon. La réponse de Khrouchtchev ne tarda pas à arriver, mais ne fut pas très encourageante. Un mois plus tard, pendant une rencontre avec la presse mondiale, le chef du Kremlin déclara « À ce jour, nous n'avons pas de programme pour envoyer des cosmonautes sur la Lune. J'ai lu que les Américains projetaient d'envoyer un homme sur la Lune d'ici 1970. Nous leur souhaitons d'y parvenir. Nous verrons comment ils feront pour y arriver et comment ils s'y prendront pour atterrir ou plutôt pour allunir. Et surtout, nous verrons comment ils s'y prendront pour repartir et revenir sur Terre. Nous ne désirons pas entrer en compétition pour envoyer un homme sur la Lune sans une préparation appropriée. » Arrivé à ce point, Kennedy se rendit compte que les dés étaient pipés et que les USA allaient devoir continuer seuls cette entreprise. This nation has tossed its cap over the wall of space. And we have no choice but to follow it. Le lendemain, Kennedy était assassiné à Dallas. Mais désormais, le programme spatial était lancé et passait directement entre les mains du nouveau président, Lyndon Johnson. Entre-temps, les Russes menaient malgré tout un programme secret pour aller sur la Lune et continuaient à entraîner leurs propres cosmonautes. Mais ce programme se termina très vite pour tout un tas de raisons. La première fut la mort impromptue de Sergueï Korolev, le père du programme spatial russe. During routine surgery in January 1966, Korolev died. The one figure with the authority and vision to galvanize the system behind the goal of beating the Americans had gone. L'homme qui avait lancé le premier satellite, le Spoutnik, mis le premier homme en orbite, Gagarine, et conçu l'ensemble du programme spatial soviétique, était mort sans laisser de successeur. Il n'y avait alors personne capable de reprendre sa place. Cela engendra toute une série de dissensions internes au sein de l'agence spatiale russe et se traduisit par une série de désastres à la chaîne. Pas moins de 4 nouveaux lanceurs de type N1, conçus pour aller sur la Lune, explosèrent durant la phase de décollage.
Cela marqua la fin du programme lunaire soviétique, comme le raconte Roald Sagdegev, ex-directeur de l'agence spatiale russe. Very few people remember that in parallel with American Apollo program, Soviets attempted to have their own program. But this Soviet program on kind of counterpart to American Apollo, it failed. It failed because the large rocket, Russian counterpart to Saturn V, exploded several times, even without getting chance to take off the launching site. Dans l'intervalle, le contexte avait profondément changé aux États-Unis. This evening, I came here to speak to you about Vietnam. I do not have to tell you that our people are profoundly concerned about that struggle. La guerre du Vietnam occupait désormais entièrement l'esprit des Américains, tandis qu'elle accaparait une part de plus en plus importante du budget national. Pendant ce temps, le programme Apollo devait faire face à toutes sortes d'imprévus et était pratiquement hors de contrôle. Comme l'explique ce documentaire d'époque, le coût du projet lunaire avait dépassé toutes les prévisions avant même le premier lancement. The status of fabrication and testing of Apollo hardware was such that the program had reached and passed its peak costs. Before a single manned Apollo mission was launched, the program itself began to go out of business. À l'automne 1965, le général Phillips, directeur du programme Apollo, présentait à ses supérieurs un rapport dénonçant sans détour l'état chaotique et le retard du programme lunaire. Phillips faisait notamment référence au mauvais fonctionnement du module de commande et du deuxième étage du lanceur Saturn, qui avait été confié à la société aérospatiale North American. Après 4 ans et demi, écrivait Phillips, et un peu plus d'1 an avant le premier lancement spatial, il demeure d'importantes difficultés techniques et des problèmes qui affectent le deuxième étage. Il reste certains problèmes techniques concernant les capacités du système électrique, la propulsion secondaire, l'intégrité structurelle, l'accroissement du poids, etc., qui doivent être encore résolus. Les programmes de certification retardés ou incomplets font fortement craindre le fait que nous n'aurons pas de lanceurs pleinement qualifiés pour supporter le programme lunaire. Phillips conclut ainsi: « Nous avons de sérieux doutes sur le fait que la North American puisse honorer ses engagements quant au programme et à ses prestations dans le cadre des financements disponibles pour cette partie du programme Apollo. » Lors d'une conversation avec le président Johnson, le directeur de la NASA, James Webb, se plaignit de l'absence de fonds nécessaires pour continuer le programme préétabli. Well, I mean, these people have got to fly and put men up there, and it's awfully hard to go to North American and say, we're going to cut you back $130 million under your own estimate of doing the work and demand even more work for $130 million less, and you got to find a way to do it. Et de fait, les problèmes dénoncés par Phillips, plutôt que de se résorber, continuaient de se multiplier, donnant lieu à une spirale de coûts additionnels et de nouveaux retards qui semblaient sans fin. Un réservoir du module de commande avait été éventré pendant la phase de test. Le système de contrôle de l'air dans le module de commande ne fonctionnait pas, et il fallut repartir à zéro. Le deuxième étage du lanceur Saturn avait explosé une première fois en 1965 et une nouvelle fois en 1966, retardant ainsi de façon considérable le plan de marche du programme Apollo. On découvrit ensuite des fissures dans la structure du lanceur principal et celle du réservoir de carburant. La confection du LEM, le module lunaire, se heurtait à 1000 problèmes et 1000 autres retards. They find hundreds of problems, things that weren't built right, weren't installed right, electrical wires that are frayed, possibly broken, and most alarming of all, there are fuel leaks everywhere in the system. Nous arrivons ainsi à l'année fatidique 1967, l'année de la crise. En janvier, Thomas Barron, un employé chargé des vérifications de la North American, présenta à ses supérieurs un rapport de 50 pages qui expliquait que les problèmes révélés dans le rapport Phillips n'avaient absolument pas été résolus. Parmi les principaux problèmes, Barron citait des soucis avec le personnel, avec les pièces de rechange, avec l'équipement et les procédures, sans parler du laisser-aller en matière de standards de sécurité et des incidents que cela avait provoqués. Dans son rapport, Barron dénonçait entre autres un manque de coordination entre les personnes occupant des postes à responsabilité, une absence de communication généralisée, le fait que les personnes occupant des postes à responsabilité ne prenaient pas au sérieux la plupart des problèmes. Et Barron ajoutait: « Nous ne devrions pas mettre en danger la sécurité des astronautes au prétexte de respecter le tableau de marche. »
Comme pour confirmer les prémonitions de Barron, le 20 janvier, le lanceur qui devait effectuer le premier voyage habité explosa lors de la phase de test. Et 7 jours plus tard, survint la tragédie. Lors d'une simulation à terre d'Apollo 1, la première mission du lanceur Saturn avec des hommes à bord, les 3 astronautes, Virgil Grissom, Edward White et Roger Chaffee, moururent sur la rampe de lancement, brûlés vifs à l'intérieur de la capsule qui aurait dû les emmener dans l'espace 3 semaines plus tard. Notons que quelques instants avant de mourir, Grissom s'était plaint de la mauvaise communication entre la capsule et la tour de contrôle. Ce furent ses dernières paroles. Quelques secondes plus tard, une étincelle se produisit dans la capsule pressurisée à l'oxygène pur. Le premier à s'apercevoir de l'incendie fut White. Et puis le hurlement désespéré de Chaffee. Et puis plus rien. En quelques secondes, c'était fini. Le programme Apollo fut suspendu pour une durée indéterminée, avant même que la première capsule n'ait été lancée dans l'espace. La commission technique chargée de trouver les causes de l'incendie fut confiée à l'astronaute Frank Borman. Ses travaux conclurent que la capsule Apollo devait être revue de fond en comble depuis le début. Cela aurait généré au moins une année de retard dans un calendrier déjà extrêmement serré. Nombreux pensèrent à l'époque que le programme Apollo était fini avant même de commencer. That was quite a shock. I almost had to pull over to the side of the road, catch my breath, because I thought, well, this is the end of our future. The program started to just churn. Churn and churn and churn. Pendant ce temps, les mois passaient et l'échéance de 1969 apparaissait toujours plus proche. En mars 1967, le directeur de la NASA, James Webb, se présenta devant la Commission des sciences et de l'astronautique. C'était un Webb très différent de celui qui avait soutenu avec enthousiasme le projet lunaire devant le président Kennedy. « Si nous réussissons avant 1969, déclarait Webb, nous serons très très chanceux. Les probabilités de terminer tous les travaux nécessaires sont plus faibles actuellement qu'il y a un an. Et j'avais déjà témoigné devant cette même commission que les probabilités étaient plus faibles l'an dernier que l'année d'avant. » Autrement dit, d'après le directeur de la NASA lui-même, plus l'échéance de la décennie se rapprochait, plus le rêve d'aller sur la Lune apparaissait comme irréalisable. Et ce même James Webb, un an après avoir fait ces déclarations, quitta brusquement la NASA. L'homme qui avait soutenu Kennedy depuis le début, l'homme qui décorait lui-même les astronautes de retour des premières missions en orbite terrestre, l'homme qui avait tout fait pour obtenir du Parlement les fonds nécessaires pour aller sur la Lune, abandonnait soudain le projet de sa vie à une encablure de sa réalisation. Moins de 3 mois avant le lancement d'Apollo 8, qui devait pour la première fois faire le tour de la Lune, le 7 octobre 68, James Webb démissionnait de la NASA et se retirait dans la vie privée. Le vice-directeur de la NASA, Robert Simmons, avait lui aussi, et de façon tout aussi inexplicable, démissionné en janvier de la même année. Quand les journalistes du Washington Post lui demandèrent « Il doit bien y avoir une raison pour laquelle vous abandonnez maintenant, pourquoi ne pas rester jusqu'à ce que nous parvenions sur la Lune ?» Il répondit tout simplement « Je suis là depuis 7 ans, je voulais juste faire 2 ans. » Mais il est clair qu'il y avait dû y avoir quelque chose d'autre et que sa démission avait un rapport avec la situation catastrophique dans laquelle se trouvait le projet Apollo. Encore plus surprenante fut la démission de l'astronaute Walter Schirra, annoncée 4 jours après celle de Webb. Schirra faisait partie des légendaires Mercury 7, le groupe originel d'astronautes de la NASA qui était là depuis le début du programme spatial dans les années 50. Schirra avait déjà volé aussi bien dans les capsules Mercury qu'avec le projet Gemini, et de par sa longue expérience, il était certainement destiné à être envoyé sur la Lune avec le projet Apollo. Pourtant, de façon inexplicable, à quelques mois du début des voyages lunaires, Schirra renonçait à terminer sa carrière en apothéose et se retirait dans la vie privée. La raison pour laquelle ces personnes qui avaient dédié le meilleur de leur vie professionnelle au programme lunaire avaient décidé de l'abandonner à quelques pas de sa réalisation est une question qui n'a jamais reçu de réponse.
En réalité, après l'incendie d'Apollo 1, nombreux étaient ceux à la NASA qui pensaient que tout était terminé. Mais ils se rendirent vite compte qu'ils ne pouvaient pas abandonner, car ils se retrouvaient prisonniers d'un défi qu'eux-mêmes avaient lancé devant le monde entier. C'est ce que raconte Chris Kraft, le directeur du centre spatial de Houston. After the fire, I don't think we would have continued had we not made the commitment. The country made the commitment and they would have looked like a bunch of gooks if they hadn't continued on in the eyes of the world and in their competitive position in the Cold War. C'est à cette époque-là, selon la théorie alternative, que les dirigeants de la NASA auraient décidé de mettre en scène en studio ce qu'ils n'auraient jamais été capables de faire dans la réalité, les alunissages des missions Apollo. De toute façon, à cette époque-là, la NASA avait déjà développé et mis au point toutes les technologies nécessaires pour simuler un voyage complet aller-retour sur la Lune sans avoir à s'éloigner pour autant de la Terre. Comme nous le verrons par la suite, il aurait suffi d'utiliser les images générées par les simulateurs pour faire semblant d'y être vraiment allé. Il y avait aussi une autre raison pour laquelle les États-Unis ne pouvaient plus faire marche arrière. L'opinion publique américaine avait été galvanisée par une propagande de tous les instants dans laquelle la conquête de la Lune était donnée pour acquise et évidente. Ces extraits de films propagandistes de l'époque montrent clairement l'état d'esprit du moment. Sometime in the future, American astronauts will explore the moon. This is the first of the big Saturn V. Someday it will carry 3 men and equipment to the moon and back. In a few short years, this scene of man on the moon will be a reality. This is the Apollo Command Module. A spacecraft like this will one day carry astronauts to the moon and back. This is the lunar module. A similar craft will one day allow 2 astronauts to set gently down on the surface of the moon. Kennedy Space Center, a reality in the preparation for manned lunar landings. La presse écrite eut sa part, elle aussi. Les revues publiaient de plus en plus fréquemment des articles montrant l'homme moderne envoyé à la conquête de l'espace. Les livres d'aventures se déroulant dans l'espace se multipliaient. Et au fur et à mesure, le public s'habituait toujours plus à l'idée de coloniser d'autres planètes. Pour une nation qui était née et avait grandi dans le mythe du Far West, la nouvelle frontière de l'espace ne pouvait que devenir le prolongement idéal de ce même état d'esprit de conquête. Ainsi, les fusées interplanétaires, satellites et vaisseaux spatiaux de tout genre devenaient chaque jour plus familiers au public américain. De véritables guides de l'espace étaient publiés, comme celui de Hammond ou de Doubleday, qui illustraient jusque dans le moindre détail les futures missions Apollo. Et il y avait même un guide de l'espace pour les écoles élémentaires. Les enfants, dans leur classe, s'amusaient à construire leurs propres fusées, en rêvant d'aller sur la Lune. If I ever go to the moon, I think it'll be very fun. I just hope to go very, very soon, and I hope I'm not really that old. Disney ne pouvait rater cette occasion. Ils avaient créé à Disneyland toute une section appelée Tomorrowland, entièrement consacrée au voyage dans l'espace. En même temps, Disney publiait régulièrement livres et bandes dessinées dans lesquels les personnages les plus connus se rendaient dans l'espace. Il y avait aussi les albums à colorier pour enfants, avec le papa qui emmenait ses propres enfants visiter la Lune. Ou bien des livres contenant des maquettes de fusées en carton à découper avec les personnages des astronautes. Ou encore des livres en 3D montrant chaque détail de la vie dans la station spatiale. Et au centre de tout cela, il y avait toujours lui, l'astronaute, la nouvelle figure mythique qui avait remplacé le vieux héros du Far West dans l'imaginaire collectif. Dans une situation comme celle-là, avec cette propagande de tous les instants, une chose est certaine. Si la NASA s'était montrée incapable techniquement d'envoyer des hommes sur la Lune, ou si le faire était trop risqué, à ce point, ils auraient été obligés de faire semblant d'y aller. Il ne leur restait pas d'autre alternative. Avec une nation tout entière, les yeux rivés vers la nouvelle frontière, il n'était plus possible d'admettre la faillite du projet spatial sans voir s'écrouler toute la crédibilité du gouvernement américain aux yeux de sa population. C'est la théorie soutenue par Bill Kaysing, l'homme considéré par beaucoup comme le père de la théorie du complot lunaire. The reason I believe that NASA and the government faked the moon landing was basically it was technically impossible to do it. And they simply had to come up
with some sort of alternative that they felt the public would believe. Bill Kaysing était un ancien employé de Rocket Dean, la société qui a construit pour la NASA les moteurs des fusées dans le projet Apollo. En 1976, 4 ans à peine après la fin des missions Apollo, Kaysing publiait un livre intitulé We Never Went to the Moon, Nous ne sommes jamais allés sur la Lune, dans lequel il énumérait toutes les raisons pour lesquelles il pensait qu'il était impossible que l'homme soit allé sur la Lune. Et où il expliquait que toute la série d'alunissage avait été filmée dans un studio secret de la NASA. Le livre de Kaysing eut un retentissement assez considérable et fut suivi quelques années plus tard par un autre livre assez similaire écrit par le chercheur indépendant Ralph Renée. Le livre s'intitulait « NASA Mooned America », ce qui signifie « La NASA a trompé l'Amérique ». Ralph Renée soutenait en particulier qu'il était impossible pour l'homme de franchir les ceintures de Van Allen, ces 2 ceintures fortement radioactives, larges de plusieurs milliers de kilomètres et qu'il faut obligatoirement traverser pour arriver sur la Lune. There is absolutely no way they went to the moon with what they had. In fact, there's no way they can go today. There's no way they can go tomorrow. You don't send man where you haven't sent the monkey. Avec le temps, les théories de Ralph Renée et Bill Kaysing firent de nouveaux adeptes. Mais ce n'est qu'avec l'avènement d'Internet que la théorie du Moon Hoax, le canular lunaire, a commencé à se propager à l'échelle mondiale. Depuis Internet, la NASA a mis en ligne toutes les photographies haute définition prises lors des missions Apollo. Sont également disponibles toutes les vidéos et les enregistrements télévisés des voyages lunaires distribués officiellement par la société Spacecraft Films. Grâce à tout ce matériel, n'importe quel chercheur peut désormais examiner les images originales des missions lunaires. Cela a porté à une multiplication de livres et de documentaires toujours plus détaillés et approfondis qui remettent sérieusement en cause l'idée que l'homme soit réellement allé sur la Lune. Mais Hollywood a par moments également renforcé la thèse du canular. En 1979, 10 ans après la première mission lunaire, sortait le film Capricorn One. Officiellement, le film raconte l'histoire d'une fausse mission sur Mars que la NASA met en scène depuis un studio télévisé afin d'éviter les risques d'une vraie mission dans l'espace. Mais Capricorn One se référait clairement aux récentes missions lunaires, au point que le sous-titre du film disait « Seriez-vous bouleversé de découvrir que le plus grand moment de notre histoire récente pourrait ne pas avoir eu lieu du tout ?» Les producteurs de Capricorn One n'eurent aucun problème à laisser entendre que la NASA avait pu facilement tromper le monde entier avec de fausses missions Apollo. I believe, had they wanted to, that NASA could indeed have pulled off the greatest hoax of all time, never sent anyone to the moon, and recreated it in a television studio. Si nous y sommes parvenus avec un budget de seulement 4 millions de dollars, expliquaient les producteurs, on ne voit pas bien pourquoi ça n'aurait pas été possible pour la NASA, qui disposait de fonds et de moyens quasi illimité. Et Capricorn One n'est certainement pas le seul film de Hollywood à sous-entendre que les alunissages ont été filmés sur Terre. Dans le film de James Bond, Diamonds Are Forever, on voit tout d'un coup le protagoniste, Sean Connery, tenter de s'échapper en traversant par erreur un décor cinématographique où sont mis en scène précisément les débarquements sur la Lune. Dans le film des Minions également, le groupe de personnages se retrouve par hasard en train de traverser une scène de studio cinématographique où sont mis en scène les faux alunissages des missions Apollo. Et également dans Coneheads, le fameux film comique avec Dan Aykroyd. Les producteurs se moquent ouvertement de l'idée que l'homme soit jamais allé sur la Lune. Chicken embryos, seasoned patties of ground animal flesh. I'm not really hungry. Just some Tang. Ah, Tang, the drink the astronauts took to the moon. Astronauts to the moon. Naturellement, il y a aussi ceux qui sont totalement convaincus que nous sommes vraiment allés sur la Lune et qui défendent farouchement la narration officielle de la NASA. Ce sont ceux qu'on appelle les débunkers. Parmi les plus connus et actifs dans le débat, on trouve Phil Plait, responsable du site web Bad Astronomy, Jim Oberg, journaliste expert des questions spatiales,
L'Italien Paolo Attivissimo, responsable du site Comploti Lunari et collaborateur de l'Apollo Lunar Journal, le site officiel de la NASA sur les missions Apollo. En tant que collaborateur officiel de la NASA, Paolo Attivissimo est une voix particulièrement importante dans le débat mondial concernant le programme Apollo. Il y a aussi Jay Windley, responsable du site Clavius, et les fameux Mythbusters qui ont consacré une émission tout entière à démonter la théorie du complot lunaire. Toutes ces personnes non seulement soutiennent que nous sommes bien allés sur la Lune, mais avancent qu'il existe des preuves irréfutables qui le démontrent. Nous commencerons donc par étudier ces preuves en les analysant une par une. La première preuve régulièrement citée en faveur des missions Apollo se présente sous la forme d'un raisonnement. S'il est vrai que la NASA a truqué les voyages lunaires, disent les débunkers, pourquoi donc les soviétiques se seraient-ils tus au lieu de le dénoncer devant le monde entier? I russi sono stati zitti perché? Nessuno ce lo sa spiegare. En réalité, il existe plusieurs raisons pour lesquelles les soviétiques n'auraient de toute façon pas dénoncé le canular lunaire. La première est qu'étant donné leur position, personne au monde ne les aurait crus. Essayez d'imaginer si réellement les Russes, qui venaient tout juste de perdre la course à la conquête spatiale, avaient dit que la NASA n'était pas allée sur la Lune. Les Américains les auraient immédiatement ridiculisés devant le monde entier en les traitant de mauvais perdants. Avec plus d'1 demi-milliard de personnes qui avaient assisté à l'alunissage à la télé, il aurait été extrêmement facile de les faire taire. Si les doutes étaient venus d'une nation neutre, alors certains auraient éventuellement pu la croire. Mais venant de la nation qui venait tout juste de perdre la course à la Lune, personne ne les aurait pris au sérieux. Il existe une deuxième raison, encore plus importante que la première, pour laquelle les soviétiques n'avaient pas forcément envie de dénoncer le canular américain. Alors que les missions Apollo étaient toujours en cours, des négociations avaient commencé entre soviétiques et américains pour un programme spatial commun. L'époque de Kennedy et de Khrouchtchev était révolue, et la présidence Nixon avait fait des pas importants vers un dégel des relations avec l'Union soviétique. We have opened a new relation with the Soviet Union. We must continue to develop and expand that new relationship so that the two strongest nations of the world will live together in cooperation rather than confrontation. Le 24 mai 1972, avec les missions Apollo toujours en cours, Nixon signait à Moscou le fameux accord de coopération spatiale avec les soviétiques. Et moins d'1 an après la dernière mission Apollo, les astronautes américains se rendaient en Russie pour rencontrer leurs homologues soviétiques. Ils participent à des conférences de presse conjointes, visitent leur centre spatial, se familiarisent avec la capsule Soyouz et rendent hommage devant la tombe des grandes figures de la conquête spatiale soviétique, Sergueï Korolev et Youri Gagarin. Quelques mois plus tard, c'était au tour des soviétiques de visiter les États-Unis d'Amérique et de connaître de près leurs traditions. Ils visitèrent le centre spatial de Houston, se familiarisant avec la capsule américaine Apollo et travaillant ensemble pour mettre au point le système d'arrimage de leur vaisseau. Tout cela devait culminer, 3 ans seulement après la dernière mission Apollo, par la rencontre historique dans l'espace entre une capsule américaine Apollo et le Soyouz soviétique. Voici les paroles du cosmonaute russe Leonov au moment de partir pour aller s'arrimer à la capsule américaine. Chairman of the State Commission, the crew of the Soyuz spaceship is ready for the joint flight with the American spaceship Apollo. We have the great honor of participating in the first international flight of manned spaceships. The fulfillment of this experiment will yield still broader possibilities in our space research. Du côté américain, le ton des commentaires est très comparable. The mission climaxed more than 3 years of planning and preparation. A time during which differences in language, in technology, in political creed were set aside in favor of the common goal. Et effectivement, la mission conjointe entre Russes et Américains allait ouvrir la voie à ce qui allait devenir la Station spatiale internationale, où encore aujourd'hui des astronautes américains, russes, italiens, japonais ou d'autres nations collaborent à un programme spatial commun. Par conséquent, si les soviétiques avaient dénoncé le mensonge lunaire, non seulement personne ne les aurait pris au sérieux, mais en plus, rien de tout ce qui s'est produit par la suite en termes de collaboration avec les Américains n'aurait pu avoir lieu. Face à un éventuel bluff des Américains, il ne restait donc aux Russes que la solution de se taire, de faire semblant de rien et de regarder le futur avec sourire. All philosophers say the best part of a good dinner is not what you eat,
but with whom you eat. La deuxième preuve, souvent citée par les débunkers, est la suivante. Avec plus de 400 000 personnes impliquées dans le programme de la NASA, disent-ils, quelqu'un aurait forcément parlé. Poi vabbè, si può considerare una cosa molto banale. All'operazione Luna parteciparono 400.000 tecnici di società private, non militari, non era un'operazione di 4 gatti che lanciano un missile. Quindi tutta questa gente in 40 anni non ha mai confessato nulla. Mais ce sont précisément les prémices de ce raisonnement qui sont faussées. Il n'est écrit nulle part que chacune des 400 000 personnes employées par la NASA devait être au courant d'un éventuel plan pour falsifier les alunissages. Au contraire, le travail de préparation des voyages lunaires fut confié par la NASA à des milliers de sociétés différentes, réparties sur tout le territoire américain et qui travaillaient de façon totalement indépendante les unes des autres. Les employés de Grumman s'occupaient de la confection du module lunaire dans leur établissement de Long Island. Les employés de ELC travaillaient à la fabrication des combinaisons spatiales dans leur laboratoire du Delaware. Ceux de Boeing travaillaient sur la Jeep lunaire dans l'État de Washington. Les employés de McDonnell Douglas s'occupaient de la réalisation de la fusée Saturn dans leur siège de Californie. Ceux de General Motors travaillaient sur les réservoirs du module de commande dans leur établissement de l'Indiana. Indépendamment de la Lynn Group qui développait et mettait au point les simulateurs de vol dans son siège de New York. De fait, comme l'explique ce documentaire de l'époque, il y avait quasiment 20 000 sociétés différentes dans tous les États-Unis qui travaillaient en même temps au projet Apollo. More than 90% of the work is conducted by contractors spread across the nation. In fact, some 20,000 prime contractors, subcontractors, and suppliers located in virtually every state are participating in the manned spaceflight programs. L'idée que toutes ces personnes devaient forcément être mises au courant d'un plan pour falsifier les alunissages est tout simplement ridicule. Quand un joueur de foot décide de truquer un match, il n'informe pas le reste de l'équipe de ses intentions. Il met en œuvre son plan tout seul. Et les premiers à être piégés sont précisément ses coéquipiers. Un autre exemple est celui du scandale de Volkswagen. En 2015, on a découvert que Volkswagen avait trompé le monde entier en mettant sur le marché des véhicules qui n'étaient pas en règle avec les niveaux d'émissions de gaz de leur moteur. Mais cela ne signifie pas que l'ensemble des 600 000 employés de Volkswagen aient été au courant de l'arnaque en cours. Il suffisait d'un groupe relativement réduit de techniciens et de dirigeants pour faire cela, sans que les autres soient au courant pour autant. Dans le cas des missions Apollo, il aurait également suffi qu'un groupe restreint de dirigeants de la NASA soit au courant de la tromperie pour que cela se réalise, à l'insu de tous les autres. Il aurait suffi de prendre le contrôle du signal télé qui arrivait aux stations réceptrices situées sur Terre durant les alunissages des missions Apollo. Officiellement, les images de la première promenade lunaire furent retransmises en direct depuis la Lune et diffusées sur Terre en temps réel vers toutes les télévisions du monde. Mais si au lieu de partir directement de la Lune, cette même promenade lunaire avait été enregistrée en studio sur Terre, et ensuite retransmise aux stations réceptrices par un satellite ou un moyen quelconque, les premiers à n'y voir que du feu auraient été précisément les milliers de techniciens de la NASA qui suivaient en direct la mission Apollo 11. Et avec eux, c'est le monde entier qui aurait été trompé. Il existe aussi, d'après les débunkers, des preuves physiques des alunissages, et donc d'après eux, parfaitement irréfutables. L'une d'elles est la présence sur la Lune du fameux rétroréflecteur, un objet capable de renvoyer sur Terre un rayon laser et qui aurait été laissé sur la surface lunaire par les astronautes des missions Apollo. D'après les Mythbusters, cela constituerait même une preuve irréfutable et concluante prouvant que l'homme avait bien marché sur la Lune. There's time for just one final test. And not just any old test, but the ultimate proof of man's moon mission. What's this? A reflector. In fact, it's called a retroreflector, made up of many tiny prisms just like this. If there was a retroreflector on the moon, and we knew its exact location, and we had a powerful enough laser, we could detect the reflection and prove there is man-made equipment on the moon. So what you're saying is that we get a really big laser and point it at the reflector on the moon, and if we get a signal back, that means that we were in fact there. Precisely. Pour démontrer leur thèse, les Mythbusters ont mené une expérience depuis l'observatoire américain d'Apache Point.
This thing right here is the Apache Point Observatory, and these guys have the tools that we need to put the final nail in the coffin on the moon landing hoax. That's the location where Apollo 15 landed on the moon. That is so cool. Initiating laser on retroreflector from Apollo 15. And there's a spike beginning to stand out. Is that it? That's the return from Apollo 15. Light returning from the laser retroreflector at exactly the wavelength and distance that we were expecting. But it's really thrilling to watch it happen right in front of us. Not just thrilling, but conclusive. We shined that laser at the moon on the second test, and we got a clear spike back. Photons came back to our receptor. Now, the only way that could happen is if there was a piece of man-made equipment up on the moon to reflect them back. Cela pourrait effectivement passer pour une preuve concluante, mais ce n'est pas le cas. Il est en effet possible de faire se réfléchir un rayon laser sur la superficie lunaire pour le faire revenir sur Terre sans disposer pour ça d'instruments particuliers. Une telle expérience avait déjà été effectuée par le Massachusetts Institute of Technology en 1962, c'est-à-dire 6 ans avant les missions Apollo. Dans le numéro de décembre 1966 de National Geographic, on peut lire: il y a 4 ans, un laser à rubis, considérablement moins puissant que ceux utilisés actuellement, a lancé plusieurs impulsions vers la Lune à 390 000 km de distance. Les rayons ont été renvoyés vers la Terre avec une puissance suffisante pour être mesurés par des instruments électroniques ultra-sensibles. Une expérience similaire a été conduite par les Soviétiques un an plus tard. Dans le New York Times du 4 novembre 1963, on peut lire: on a fait rebondir un rayon de lumière concentré sur la surface de la Lune et elle a été détectée par un laboratoire soviétique en Crimée. Cette opération était la réplique d'une expérience menée à la fin de l'année dernière par les ingénieurs du Massachusetts Institute of Technology. Cela se passait 6 ans avant les missions Apollo et l'on parvenait déjà à faire rebondir un rayon laser sur la Lune sans avoir aucunement besoin d'un rétroréflecteur. De plus, même si l'on suppose qu'un instrument de ce type soit réellement présent sur la Lune, cela ne signifie pas pour autant que ce sont les astronautes qui l'y ont apporté. En théorie, un rétroréflecteur pourrait très bien avoir été placé sur la Lune par une sonde automatique. Les Soviétiques ont d'ailleurs fait exactement cela, dans ces années-là, en envoyant sur la Lune des rétroréflecteurs à l'aide des sondes automatiques Lunokhod 1 et Lunokhod 2. Par conséquent, on ne peut pas considérer les rétroréflecteurs comme la preuve ultime démontrant la réalité des alunissages des missions Apollo. Une autre preuve souvent avancée en faveur des alunissages est celle des roches lunaires, c'est-à-dire tous les exemplaires de matériel rocheux que les missions Apollo auraient rapportés sur Terre. Étant de composition différente de celle des roches terrestres, disent les débunkers, les roches lunaires sont la preuve tangible que l'homme a vraiment été sur la Lune. Le site de debunking Clavius écrit ceci: les échantillons de terre lunaire rapportés par les missions Apollo sont considérés par beaucoup comme la preuve la plus convaincante de la réalité des missions. Sur son propre site, la NASA écrit: les roches lunaires et le bon sens montrent que les astronautes d'Apollo ont vraiment marché sur la Lune. En réalité, ces soi-disant roches lunaires en elles-mêmes ne démontrent rien du tout. Même si l'on accepte le fait que leur composition est différente de celle des roches terrestres, il faut rappeler que de nombreuses météorites provenant de la Lune ont été découvertes en Antarctique. Well, I got a phone call once, a fellow at the Smithsonian, and he said, Jerry, we have now a meteorite which I just brought back from Antarctica, which is from the moon. The whole assembly of scientists attacked this object, and at the end of a year and a half, the conclusion was it was a moon rock. It was unambiguously a moon rock. Il est d'ailleurs assez curieux de voir que Werner von Braun, avec d'autres collègues de la NASA, a visité l'Antarctique précisément en 1967, un an avant le début des missions lunaires. Comme le rapporte la New World Encyclopedia, cette expédition fut la première à ratisser systématiquement la surface gelée à la recherche de météorites que l'on disait provenir de la Lune, et qui devaient par la suite être utilisés comme matériaux de référence. Rien n'empêche donc que ces matériaux de référence aient été utilisés comme des originaux après les missions Apollo. De plus, il est également possible que la différence de constitution des roches lunaires ait été obtenue sur Terre par des traitements particuliers, comme le suggère Bill Wood, un ingénieur aérospatial. And then I think the vast majority of the hundreds of pounds of moon rocks that we claim to have are made here on Earth
They can be irradiated or exposed to a vacuum or modified in certain minor ways so that they appear slightly different. De fait, en 2009, l'affaire a fait sensation lorsqu'on s'est aperçu qu'une roche lunaire donnée par les Américains au musée d'Amsterdam était en réalité un morceau de bois pétrifié.